Aujourd'hui, nous vous proposons une conférence sur la mission européenne Euclide. C'est un télescope spatial de l'ESA dont le lancement est planifié pour 2021. Nous avons enregistré cette conférence le mercredi 9 janvier à l'Eurécafé à Toulouse. C'est un café qui a ouvert récemment et dont le but est de promouvoir les sciences en s'amusant. Si vous habitez Toulouse, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web pour connaître la programmation de leurs événements. Le dernier jeudi de chaque mois, l'Eurécafé accueille également le Last Jeudi, une rencontre de Space Geek organisée par SpaceUp. Vous trouverez toutes les infos en description. Bonne conférence! Je suis chercheuse postdoc à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie ici à Toulouse. Et je vais commencer la première partie de cet exposé, qui est du coup dédié à la mission Euclide, en binôme avec Rodolphe, qui du coup est chef de projet. Oui, non, moi je suis Rodolphe, je suis chef de projet Euclide au CNES à Toulouse. Donc pas toute la mission Euclide parce que c'est très, très lourd, mais toutes les contributions françaises. Donc moi je prendrai le relais après de Anna pour présenter ce que c'est que le projet, ce que sont les machines qu'on va développer, le télescope, etc. Et puis comment on va faire ces prises de données pour répondre aux questions scientifiques que Anna va décrire. Voilà. Tu veux ça? Je sais pas. Ouais. C'est mieux? Je sais pas. Voilà. Du coup, la première partie c'est dédiée à présenter les défis scientifiques pour Euclide, c'est-à-dire aller explorer la nature de la matière et de l'énergie noire. Et pour faire cela, je vous présente, je ne sais pas si vous savez, on peut mettre l'histoire de l'univers sur une planche, c'est celle-là, de tout début, du début à aujourd'hui. Et en fait, la cosmologie, c'est la science qui aujourd'hui étudie comment l'univers a évolué et quels sont ses composants, a eu un incroyable progrès observationnel, ce qui a permis de confronter les données avec les modèles théoriques de façon de plus en plus précise. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un modèle de référence, qu'on appelle le modèle cosmologique standard. Et pour aller voir et faire un peu l'état des lieux de qu'est-ce que c'est ce modèle cosmologique standard et comment on est arrivé à avoir cette représentation de l'univers, je vais essayer de reparcourir certaines étapes qu'on sait dans le cadre de ce modèle être de l'évolution de l'univers. Selon le modèle cosmologique standard, l'univers a évolué d'une phase très chaude et dense à une phase diluée et froide sous l'effet de l'expansion. Et une des hypothèses clés de ce modèle, c'est une hypothèse sur ce qui s'est passé dans l'univers primordial, qu'on appelle l'inflation, qui est nécessaire pour résoudre certains paradoxes qui sinon ne peuvent pas expliquer les observations qu'on a aujourd'hui. Et c'est aussi très important parce que c'est un mécanisme qui permet d'expliquer la génération des perturbations primordiales, qui en fait sont des perturbations, toutes petites perturbations d'intensité, qui en fait sont les graines des galaxies et des amas de galaxies qui ont l'observe aujourd'hui en ce qu'on appelle la grande structure de l'univers. On pourrait faire une conférence à part entière sur l'inflation, c'est pas le cas, c'est juste pour dire c'est un des bases du modèle qu'on a aujourd'hui. Et c'est très important pour les perturbations primordiales. Donc, après l'inflation, toutes les particules qu'on connaît sont générées et l'univers est constitué d'un plasma chaud et où la matière et les rayonnements, notamment les photons, interagissent de façon très efficace. Jusqu'à quand, en fait, l'expansion de l'univers fait que la température baisse, jusqu'à quand les premiers atomes peuvent se former. Là, l'interaction matière et rayonnement devient de moins en moins efficace, et c'est là jusqu'à quand ne peut plus du tout interagir, et c'est justement à ce moment-là qui a émis ce qu'on appelle les fonds diffus cosmologiques. Et donc, c'est
la lumière la plus ancienne qui vient de tout début de l'univers. Et du coup, cette lumière se peut propager librement dans l'univers et nous rejoindre aujourd'hui sous forme d'une fond diffus cosmologique qu'on peut observer, on reviendra sur ça tout à l'heure, dans les domaines du spectre électromagnétique des micro-ondes. Et en fait, si on va mesurer les fonds diffus cosmologiques, ce qu'on obtient, c'est la plus vieille photo de l'univers. Et on est en mesure aujourd'hui de le faire grâce notamment à un satellite qui était lancé en 2009, qui s'appelle le satellite Planck, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et ce qu'on peut voir dans cette carte du ciel du fond diffus cosmologique, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout, elle n'est pas complètement homogène, mais elle présente des petites anisotropies qui en fait, c'est les points bleus et les points rouges, qui en fait sont justement les empreintes des perturbations primordiales de l'inflation. Donc, si on va mesurer cette anisotropie, on peut alors aller reconstruire les composants et l'évolution de l'univers et remonter les temps jusqu'à 400 000 ans après le Big Bang. Du coup, très peu de temps après le Big Bang par rapport à aujourd'hui. Et juste pour vous donner une idée, qu'est-ce que c'est ce ballon de rugby? En fait, comment on peut projeter la sphère terrestre sur une carte ou la voûte céleste sur une carte du ciel. Cette carte, c'est justement la projection 2D de ce qu'on voit dans les ciels autour de nous quand on regarde dans les micro-ondes, et on soustrait tous les avant-plans, bien sûr, pour obtenir cette carte. Donc, le satellite Planck a pu mesurer cette anisotropie avec une précision sans précédent et a pu confirmer de façon spectaculaire les modèles cosmologiques. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est cette figure bizarre. C'est juste vous faire noter, si on regarde les points de mesure Planck en bleu et les modèles en rouge, on voit un accord vraiment remarquable. Et donc, on a aujourd'hui un modèle qui est confirmé très précisément. Mais qu'est-ce que dit ce modèle-là? En fait, il pose plus de questions que de réponses. Il décrit un univers plat qui, par ailleurs, est formé à peu près 30% de matière inconnue, la matière noire, et pour 70% d'un autre composant inconnu, l'énergie noire. Donc, dans la suite, je vais essayer de vous présenter, à un niveau aussi historique, comment nous sommes arrivés là, comment nous sommes arrivés à avoir cette représentation de l'univers. Donc, le modèle cosmologique standard se base, est développé dans le cadre de la théorie de la relativité générale, qui a été formulée en 1915 par Albert Einstein, et une des intuitions les plus géniales, c'était de relier la géométrie de l'espace-temps au contenu. Donc, la courbure de l'espace-temps dépend de son contenu. Et ça, c'est illustré de façon comme ça, schématique par cet dessin ici, où la Terre déflait l'espace-temps, juste pour montrer. Et sur la base de la relativité générale, Albert Einstein formule la première théorie cosmologique basée sur la relativité générale en 1917 et décrit un univers qui est homogène à grande échelle et impose, parce que c'était depuis des siècles qu'à niveau philosophique on voulait un univers éternel et immutable, impose le fait qu'il soit statique. Et pour cela, et c'est juste pour donner un exemple, pour vous montrer à qu'est-ce que ça ressemble les équations d'Einstein, il y a les termes de géométrie, les termes de contenu, et Einstein rajoute un peu a priori ce terme qu'on appelle les constantes cosmologiques, qui n'a rien à voir avec la constante cosmologie, donc comment on l'appelle aujourd'hui, mais historiquement, c'est de là qui vient le terme.
Donc, cette conception reste jusqu'à 1929, quand Hubble découvre qu'en fait, l'univers n'est pas du tout statique, mais il est en expansion. Et en observant, mesurant le décalage vers le rouge des propriétés spectrales des galaxies lointaines, Hubble détermine qu'en fait, toutes les galaxies s'éloignent de nous. Et ça, ce sont les plots qui étaient dans son papier, qui montrent la vitesse des galaxies en fonction de la distance. Et en fait, il démontre que la vitesse de récession d'une galaxie est proportionnelle à sa distance, avec une constante qui était appelée la constante de Hubble. Et juste pour curiosité, c'est très récent, mais ça remonte à octobre 2018. Les membres de l'Union astronomique internationale ont voté pour renommer en fait la loi de Hubble, la loi de Hubble-Lemaître, pour reconnaître la contribution que l'astronome belge avait fait à niveau surtout théorique de prédire l'expansion de l'univers. Et du coup, le terme correct aujourd'hui est la loi de Hubble-Lemaître. Et une autre curiosité, c'est que même si cette découverte remonte à 1929, aujourd'hui, il y a encore une tension, on n'a pas encore une mesure qui fait l'unanimité sur la mesure de la constante de Hubble. Et c'est pour cela, cette tension vient de la mesure qu'on fait avec les sondes cosmologiques, avec celle qu'on fait en utilisant des sondes de l'univers plus proche, comme par exemple les supernovae. C'est juste une curiosité pour dire que rien n'est encore déterminé de façon certaine. Donc, la découverte de l'expansion de l'univers oblige à revoir la théorie de l'univers statique et il oblige Einstein à enlever ces termes-là à lesquels il se référera comme une des plus grandes bêtises qu'il a formulées. Donc, quelques années plus tard, on a ce qu'on connaît comme le premier indice de la matière noire. J'ai choisi quelques étapes dans l'histoire scientifique de ces deux défis, et c'est pas exhaustif, c'est illustratif. Mais on garde comme premier indice de la matière noire la découverte faite par Zwicky, l'astronome suisse, en 1933. Zwicky s'intéressait à calculer la masse d'un amas de galaxies appelé des comas. Et il faisait cette mesure en regardant la masse lumineuse, donc la masse qu'on peut calculer à partir des objets qu'on voit, les galaxies qui font partie de l'amas, et la masse gravitationnelle dynamique qu'on estime en regardant les vitesses, la dispersion des vitesses des galaxies dans l'amas. Et en fait, en théorie, on espérait trouver une compatibilité entre les deux, mais en fait, ce qu'il trouve, c'est que la masse gravitationnelle est estimée beaucoup plus importante que celle lumineuse, et c'est lui le premier qui dit dark matter. Pour expliquer ça, il faut de la matière qu'on ne voit pas pour expliquer cette différence. Cette découverte n'est pas accueillie tout de suite avec grand enthousiasme, il est un peu oublié. Tout le monde était très occupé à s'occuper de l'expansion de l'univers, à étudier ça. Et jusqu'à 1970, quand Vera Rubin mène une étude détaillée de la courbe de rotation, donc de la vitesse des étoiles dans une galaxie, la galaxie d'Andromède. Et elle aussi, comme on voit ici, si on regarde la vitesse des étoiles de la galaxie en fonction de la distance par rapport au centre, la courbe rouge, c'est ce qu'on attend si on appliquait les lois de Newton,
Et la courbe blanche, c'est pour résumer, c'est qu'elle a mesuré Vera Rubin, c'est-à-dire que les étoiles à la périphérie de la galaxie vont beaucoup plus vite que par rapport à ce qu'on pensait. Et là aussi, pour expliquer ça, il faudrait du coup que de la matière non visible, noire, soit dans un halo beaucoup plus grand par rapport à ce que coupe la galaxie. Donc aujourd'hui, la matière noire est confirmée par plusieurs autres observations astrophysiques dans le fond diffus cosmologique. Et pour suivre la chronologie des découvertes marquantes, il faut attendre la fin des années 90 pour une autre découverte très déroutante, en fait la découverte de l'accélération de l'univers. Donc pour faire cette découverte, c'est des objets qu'on appelle des supernovas de type 1A, donc ont été utilisés. Ça, c'est des explosions d'étoiles très massives qui, en fait, ont des processus physiques qui sont assez connus pour être appelés des chandelles standards. Les chandelles standards, ça veut dire si on sait combien un objet devait être lumineux, donc on connaît ce qu'on appelle la magnitude absolue, et on mesure sa luminosité, donc la magnitude apparente. En fait, ce qu'on peut mesurer, c'est la distance de cet objet, parce que la différence en luminosité, ça peut être expliqué pour le fait que l'objet est plus loin de nous. Et cette courbe-là représente juste le fait que c'est des chandelles standards, parce que leur courbe de luminosité, c'est-à-dire combien la luminosité évolue par rapport au temps, est connue et égale partout dans le ciel, par tous les objets de ce type-là. Et donc, mesurant, ce diagramme montre la luminosité. En bas, c'est plus lumineux, en haut, c'est moins lumineux, en fonction de la distance, avec la mesure de beaucoup de supernovas menés par deux projets, High-Z Supernova et Supernova Cosmology Project, où on voit bien que les supernovas sont moins lumineuses de ce qu'on attendait. On attendait d'avoir une courbe ici, et on voit que plutôt les courbes ici sont beaucoup plus favorisées par les données. Si les supernovas sont moins lumineuses, ça veut dire qu'elles sont plus distantes. Et ça veut dire que donc l'accélération de l'univers que l'expansion de l'univers est en accélération. Et ceci a valu le prix Nobel en 2011 aux trois scientifiques qui étaient à la tête des deux projets qui, de façon indépendante, ont mené cette mesure-là. Donc l'accélération de l'univers est aujourd'hui confirmée avec une grande précision, et cette figure, c'est pour montrer toutes les observations des supernovas avec en noir la courbe qui est la prédiction pour un univers en expansion accélérée. Et il y a une autre partie importante, parce qu'on dit l'univers en accélération, mais on sait aussi qu'il n'était pas toujours le cas. Du coup, notre univers a eu une phase de décélération dans le passé, quand c'était la matière à dominer, et une phase de transition entre la décélération et l'accélération, dans l'époque qu'on appelle, on est aujourd'hui dominé par l'énergie noire. Donc, pourquoi maintenant, entre guillemets maintenant, il faut se méfier en cosmologie, maintenant ça veut dire quelques milliards d'années. Mais c'est une question qu'on ne comprend pas, pourquoi maintenant. Et aussi, accélération, quelle est la cause? Dans le modèle cosmologique standard, on appelait ça une constante cosmologique, parce qu'on la relie à un fluide qui a des propriétés qui ne varient pas dans le temps. Mais quelle est l'interprétation physique? On a des hypothèses qui pourraient être liées au fait que ça pourrait être lié à l'énergie du vide,
Le problème de ça, c'est que si on mène les calculs pour estimer les valeurs de la constante cosmologique dans le cadre de la mécanique quantique, on a une valeur qui est des ordres de grandeur plus grande de ce qu'on mesure en cosmologie, ou c'est pas une solution. Et ça laisse ouvert trois grandes possibilités. L'énergie noire est une nouvelle interaction qu'on n'a pas encore introduit dans les modèles standards des interactions fondamentales. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, la relativité générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la base du modèle, le cadre théorique du modèle cosmologique, est valable jusqu'à une certaine échelle, mais aux échelles cosmologiques, il faut aller la modifier ou aller la compléter pour expliquer l'accélération de l'univers. Et la troisième option, c'est une remise en cause du principe cosmologique. Le modèle cosmologique est basé sur des hypothèses d'homogénéité et d'isotropie qui sont quand même à grande échelle, qui sont quand même confortées par les mesures de fond diffuse cosmologique. Du coup, c'est un peu difficile d'aller dans cette direction, mais c'est toujours une possibilité. Donc, ça c'était pour l'énergie noire. La matière noire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas non plus qu'est-ce que c'est. Les modèles cosmologiques veulent un cold dark matter, c'est une matière noire froide. Juste pour mentionner quelques possibles candidats, on appelle cette possible candidat des WIMPs, parce qu'ils sont des particules lourdes qui interagissent très faiblement avec la matière. Une autre possibilité, ça serait un type spécifique des neutrinos qu'on appelle les neutrinos stériles. Il y aurait aussi la possibilité qu'en fait la matière noire n'est pas une particule dans l'essence de la physique des particules, mais que ce sont des objets macroscopiques, comme des trous noirs ou autres. Ça, c'est aujourd'hui très peu probable. Mais de fait, on cherche un peu la matière noire de façon directe et indirecte un peu partout, dans une orbite terrestre, sous la glace du pôle sud, au milieu marin, dans les accélérations des particules, dans des laboratoires souterrains. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé une explication. Du coup, ça revient à l'intérêt d'aller rechercher et étudier, explorer la nature de la matière noire et de l'énergie noire avec les satellites Euclide. Et Euclide mènera cette recherche à l'aide de deux sondes cosmologiques. La première, un nom un peu exotérique, s'appelle les oscillations acoustiques de baryons. Je vais essayer de vous donner quelques détails, j'espère. Alors, pour essayer de comprendre ça, il faut revenir à la carte des anisotropies du fond diffus cosmologique et s'interroger sur qu'est-ce que sont exactement cette empreinte, cette perturbation. Et en fait, cette perturbation sont des ondes acoustiques, et des ondes acoustiques qui sont générées par la contraposition entre deux forces, la gravité, du coup la matière noire qui crée des puits gravitationnels, et la pression des radiations, du coup quand le rayonnement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les rayonnements, c'est-à-dire les photons et la matière, interagissaient de façon très efficace. Ça a causé une pression des radiations, et cette pression, ça allait contre la gravité. Et cette combinaison donne lieu à des ondes. Et en fait, l'autre partie intéressante, c'est que la taille des anisotropies, du coup la taille de ce qu'on appelle les hotspots et les cold spots, est définie une échelle standard qu'on appelle l'échelle acoustique des oscillations des baryons. Et encore plus surprenant, cette échelle qui est gravée dans le fond diffus cosmologique évolue avec l'expansion de l'univers et du coup reste aussi gravée dans la distribution de la matière, du coup dans comment les galaxies se distribuent dans l'univers. Et si on peut aller mesurer cette échelle BAO à différents
grâce à la mesure très précise de la position et de la forme des millions de galaxies, pourra sonder la nature de la matière noire et de l'énergie noire, et aussi étudier pour la première fois cette transition entre l'époque de l'univers dominée par la matière et celle dominée par l'énergie noire, avec une précision sans précédent, et ça révolutionnera notre vision de l'univers très probablement. Bon, merci beaucoup. Donc moi je vais vous parler maintenant de comment on va faire ces mesures. Donc comment on fait là? Il faut que tu m'installes ça parce que moi je suis pas ici là. Comme ça. C'est bon là? Super. Et ça, il faut que j'en fasse quoi? Dans la poche. Ok. Super. Ça c'est la présentation. Je sais pas si je parle avec le micro, si vous m'entendez comme ça. Tu préfères que j'utilise le micro quand même pour l'enregistrement? Ouais, ok. Je suis pas familier avec ça, mais je vais essayer de faire. Donc, elle vous a expliqué pourquoi on faisait cette mission, quelle était la science qu'il y avait derrière. Et bien moi, je vous ai expliqué quel satellite qu'on va développer, les instruments et comment on va faire les mesures qui vont permettre de faire cette belle science. Une jolie animation. Voilà, ça c'était pour dire que c'était moi et Anna pour la présentation. Donc vous avez compris, en fait, l'univers aujourd'hui, selon le modèle standard, il est composé à 70% d'une énergie inconnue et à 25% d'une matière inconnue. Donc là, je rappelle un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Anna. Quelles sont les hypothèses qui est derrière ça? Est-ce que l'univers, finalement, il n'est pas homogène et puis il n'est pas isotrope? Ou bien est-ce que on n'a pas les bonnes lois de gravitation? Ou bien est-ce que les lois de gravitation ne sont pas adaptées aux grandes structures? Ou bien est-ce qu'il existe une énergie sombre, répulsive, qui conduirait à l'accélération de notre expansion? Donc c'est ça que va regarder Euclide. Alors comment on va le faire? Elle a dit donc qu'on allait faire des mesures qu'on appelle de weak lensing, c'est-à-dire les lentilles gravitationnelles faibles. Donc c'est pas les grosses lentilles gravitationnelles que vous voyez quelquefois sur des images qui déforment complètement des galaxies avec ce qu'on appelle une croix d'Einstein, et puis derrière un halo de matière, il y a une galaxie. Et cette image, elle est imagée en 4 parties complètement déformées par une lentille gravitationnelle forte. Nous, ce qu'on va regarder, c'est des tout petits effets qui vont modifier la forme des galaxies de manière infinitésimale. En fait, on va devoir mesurer la forme des galaxies à une fraction de %, pour vous dire un petit peu les petits effets qu'on regarde. Et on va regarder ça dans des régions du ciel, statistiquement. On va regarder des dizaines et des dizaines de galaxies et on va dire, oui, là, un peu, statistiquement, elles se déformeraient plutôt comme ça. Et c'est ça qui va permettre, alors on fait une grosse machinerie informatique et statistique, on déconvolue tout ça, et puis derrière on dit, là, à tel endroit, effectivement, il y a un champ de gravitation qui a globalement modifié la forme de ces galaxies de telle et telle manière. Et c'est ça que fait l'effet de lentille gravitationnelle faible. Donc pour pouvoir faire ces mesures et imaginer de manière extrêmement précise ces galaxies, on a besoin d'avoir un super appareil photo. Et donc c'est cet instrument qu'on appelle l'instrument visible, qui est un photomètre en fait, une caméra visible que je vais vous présenter après et qui fait ces mesures de toutes ces galaxies, de milliards de galaxies. Voilà. Alors, elle vous a parlé aussi des oscillations baryoniques acoustiques. Donc, pour faire cette mesure-là, alors là, je récapitule. Pour ceux qui récupéreront la présentation, ils auront un petit peu plus de détails sur comment se sont formées les grandes structures. Mais pour faire ça, on a besoin de connaître de manière extrêmement précise le décalage vers le rouge, ce qu'on appelle le redshift, de tous ces astres qu'on va observer. Et pour ça, on a besoin d'un spectromètre très précis qui permettent de faire cette mesure. Donc on va emporter aussi à bord du satellite un spectromètre infrarouge qui permettra de regarder de manière extrêmement précise pour chaque galaxie son décalage spectral, et ça sur évidemment une grande partie du ciel. Bon, alors en plus, on a voulu avoir un photomètre parce que ça permettrait aussi de combiner des photos, des images des galaxies dans un domaine infrarouge, puisque on regarde dans le visible pour la lentille gravitationnelle faible, entre en gros moins de 1 micron, en dessous de 0,9 micron. Et là, on va observer entre 0,9 et 2 microns et on aura des images des galaxies aussi sur cette partie-là.
Alors la mission Euclide, voilà, on a un slide. Lancement prévu aujourd'hui en 2022. Alors quand j'ai commencé sur le projet, c'était en 2018. C'était il y a 10 ans. Et puis tout récemment, enfin tout à fait au bout de 2-3 ans, on est passé en 2020. Et puis bon, après le projet se développe. Et puis il y a toujours un peu du retard, il y a toujours des difficultés. C'est un projet complexe, vous le verrez. Et du coup, voilà, on a quelques difficultés techniques et on prend un peu de temps. Alors ce sera lancé depuis la base de Kourou par une fusée Soyouz. Alors une des dernières, puisqu'en 2022, la fusée Soyouz, c'est sa fin de vie. Et normalement, on est censé passer à Ariane 6. Donc là, on challenge un peu la base spatiale parce qu'ils aimeraient bien qu'on puisse lancer avant parce que Soyouz, ça n'existerait plus à partir de fin 2022. Là, on est en juin 2022. Donc ça nous met la pression aussi parce qu'il faut qu'on tienne le planning maintenant. On ne peut pas aller au-delà parce qu'il faut faire la place pour les autres. Donc on sera positionné au point de Lagrange, Terre-Soleil, Lagrange 2. Donc pour ceux qui le savent, pour chaque groupe, je dirais, de Soleil-Planète, il y a 5 points de Lagrange. Donc celui-ci, le point de Lagrange L1, c'est celui qui est... Alors je ne sais pas si j'ai une image, je le verrai tout à l'heure, donc je le dirai plus tard. Donc voilà, donc 6 mois de mission au point de Lagrange, 6 mois de recette en vol, et on va imager à peu près 15 000 degrés carrés sur le ciel. Donc pas tout le ciel, à peu près un tiers ou entre un tiers et la moitié du ciel. Le satellite qui est... Donc là, vous avez une image, c'est en construction. Là, ça, c'est une image de synthèse. Et si vous avez une image de synthèse du télescope, ça, c'est pendu en dessous du... Donc, vous avez le télescope ici. Ça, c'est cette partie-là, ce qu'on appelle ici la base plate. Et suspendu en dessous de cette base plate, il y a les instruments que je montrerai tout à l'heure. On a besoin d'observation sol et on a besoin d'un traitement de données énorme. On y reviendra. Le satellite fait 2 tonnes 2. C'est pas un très gros satellite. Voilà, 1,7 kW de puissance. En gros, c'est un radiateur chez vous, c'est à peu près ça. Et puis, il fonctionne avec de l'hydrazine pour faire la propulsion. Et les petits déplacements sont faits avec du gaz froid. Et il y en a pour 7 ans. Le télescope a un miroir primaire d'1,20 m, vous le verrez, avec un champ de vue de 1,5 degré carré. Et ça, c'est vraiment un très très grand champ de vue. Voilà, et je vais aller plus loin pour définir ça plus en détail. Donc quand même, je vous présente le consortium, puisqu'il est un peu titanesque ce consortium. En fait, on a, vous le voyez ici, 285 instituts, ça c'était en octobre 2018, 18 pays, on est plus de 1900 personnes qui travaillent sur cette manip. Dans le spatial, c'est la plus grosse manip spatiale, le plus gros consortium qui a été créé. On se rapproche des consortiums qu'on trouve plutôt en physique des particules. Voilà, là il y a plusieurs milliers de personnes. Mais dans le spatial, généralement, c'est Planck, par exemple, qui est un très gros consortium, c'était 400 personnes, à peu près. Nous, on est près de 2000. Voilà. Il est piloté par Yannick Méliès à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et puis, voilà, vous avez donc ce que fournit le consortium. Donc, l'ESA s'occupe en fait de faire le satellite, et nous on fournit les instruments, le traitement de données scientifiques et les observations sol. La France fait 30% de l'effort. Voilà, et c'est nous qui avons le leadership scientifique et le leadership de la manip. Voilà. Donc ça c'est la partie française. Alors non, il faut que je revienne en arrière là. Ça c'est la partie française. Donc vous voyez un peu, il y a tous les laboratoires. On est à peu près 40 instituts, décidément. Il faut que je m'y habitue. 40 instituts en France et 400 personnes. Donc sur 2000 personnes, on représente 20% à peu près de l'effectif. Voilà, je continue. Alors le relevé d'Euclide. Donc l'histoire c'est d'observer des milliards de galaxies, voilà, pour faire ce qu'on appelle un tracker statistique. Des informations qui vont nous permettre d'accéder à la mesure de l'expansion, de l'accélération de l'expansion. Voilà, avec un survey qui fait donc 15 000 degrés carrés. Et ce que vous voyez ici, c'est la voûte du ciel et les endroits qu'on va observer au télescope. Alors le code de couleur, c'est suivant les années. Telle année, alors c'était pour qu'on montre un petit peu en fonction des années quelle partie du ciel on va observer. Donc voilà, donc chaque petite patch là est une image de ce type-là. Et cette image, on la prend dans plusieurs longueurs d'onde. Donc on la prend effectivement dans le visible. Donc vous avez ici une image à je ne sais plus combien de microns. Ici c'est RIZ, là 1 micron, 1,2 micron, 1,7 micron. Et vous voyez ici ce que ça donne sur un spectre infrarouge entre 1 et 2 microns.
Alors le satellite, comment il fait pour faire ses mesures? Donc alors évidemment, le soleil va nous gêner. Donc alors pour que vous sachiez, généralement, si vous êtes le soleil et si la Terre est là, donc le point de Lagrange L1, normalement, il est entre le soleil et la Terre. Ça, c'est quand on veut faire des mesures, quand on veut observer le soleil, on va au point de Lagrange L1. Parce que c'est ce que fait Solar Orbiter. Solar Orbiter qui va partir bientôt, là, il va aller au point de Lagrange L1. Quand on veut aller regarder de l'autre côté, parce que on veut regarder opposé au soleil, on va au point de Lagrange L2. Donc, si la Terre est ici, le satellite, il va pointer comme ça, dans ce plan-là. Et donc, il aura accès, il va pouvoir tourner sur lui-même, ici, vous voyez, il va tourner sur lui-même, le soleil est par là-bas, et il va pouvoir, comme ça, décrire toute cette partie-là. Il va pouvoir s'écarter légèrement, mais pas trop, de ce plan-là, parce qu'autrement, il y aurait de la lumière diffusée qui viendrait du soleil, qui se réfléchirait sur les baffles du satellite, il pourrait rentrer dans l'objectif, et ça, on le veut pas, parce que ça va polluer la mesure. Et en fait, tout au long de l'année, donc la Terre tourne autour du soleil, et vous voyez bien que comme je suis toujours sur un plan qui tourne autour du soleil, ben finalement, avec ce plan qui tourne, et puis en tournant dans ce plan, ben j'ai accès à toute la voûte céleste. Et c'est comme ça qu'on a accès à toute la voûte céleste, et qu'on va pouvoir décrire comme ça, et regarder toutes les parties du ciel qui nous apportent. Alors on ne regardera pas dans le plan du soleil, on ne regardera pas dans le plan galactique, parce que là, il y a énormément d'étoiles et que ça nous pollue la mesure, et on ne peut pas voir à travers ces étoiles, puisqu'on ne regarde dans le visible et dans l'infrarouge. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas accès à tout le ciel. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a qu'une image comme ça du satellite, parce qu'il est en construction. Donc ça vous donne un peu sa trombine. Donc ici, un module de service. Au-dessus, le télescope, et bien sûr, un pare-soleil, un shield, pour éviter que le soleil vienne taper sur le télescope, réchauffer le baffle du télescope et donc faire des variations thermiques et une température qui serait incompatible du fonctionnement du miroir. Et en fait, on profite de ce bouclier-là pour y mettre les cellules solaires. Et comme cette partie qui regarde vers là-bas, elle regarde tout le temps le soleil, eh ben c'est comme ça qu'on a l'énergie qui permet d'alimenter le satellite. Donc j'ai dit 2 tonnes 2. Là, vous avez la puissance un petit peu qui varie suivant les modes de fonctionnement. Et alors, ce qu'il faut... Bon, la mémoire de masse, 4 téraoctets. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans n'importe quel PC, un terabyte, c'est rien, quoi. Mais dans l'espace, quand même, c'est gros comme mémoire de données. Ça permet de stocker 3 jours de données scientifiques. On communique en bande K avec une antenne de 110 cm. Et on a un débit de, en gros, 70 à 80 mégabits par seconde. Bon, on est au point de Lagrange L2, hein, 1 500 000 km de la Terre, quand même. Donc, ça fait quand même un sacré débit. Il faut la patate, quand même, pour envoyer ça. Hein. Moi, chez moi, j'ai pas ça, hein, avec le Wi-Fi. Hein. On a un senseur de guidage fin, parce qu'effectivement, on a besoin d'utiliser les images qu'on voit pour pouvoir asservir le satellite dessus. Parce qu'évidemment, si on fait un peu de bouger, bah, tout de suite, c'est pas comme ça qu'on va arriver à avoir des images des galaxies au dixième de % près. Et donc, effectivement, on a besoin de prendre en compte le ciel qu'on voit dans la boucle d'asservissement, de guidage du satellite. Et c'est pour ça qu'on a des micropropulseurs à gaz froid qui ont de toutes petites poussées pour pouvoir maintenir le satellite sur l'objectif qu'on veut étudier. Donc, le gaz froid, ça nous donne un pointage relatif de 75 milliarcs secondes. Donc, par rapport à 1 degré, hein, vous divisez par 3600, vous avez 1 seconde d'arc. Et nous, on est à 75 milliarcs secondes. Et ça, on le tient pendant 10 minutes. Et un pointage absolu, donc ça, c'est de la connaissance, à 7,5 secondes d'arc. Voilà le satellite. Donc, aujourd'hui, on en est... Alors, le satellite est développé par Thales à Turin, donc des Italiens. Voilà, et il vient de passer ce qu'on appelle la revue critique de définition, et c'est ce qui donne le feu vert pour assembler les morceaux et bâtir le satellite. Donc ça, c'était fait en 2018. Voilà, ensuite on a ce qu'on appelle le payload module, donc le télescope en fait, dans notre cas. Donc ici, alors là vous avez une vraie image. J'aurais dû mettre un copyright ADS là d'ailleurs, donc je laisserai pas cette image pour vous donner. Donc une vraie image du télescope, enfin du baffle du télescope aujourd'hui, pris dans les locaux d'Airbus, ici à Toulouse. C'est donc Airbus à Toulouse qui développe ce télescope.
Ils ont passé leur revue critique du film en octobre 2017. Et là, maintenant, il y a des vrais morceaux de hardware, hein, un télescope d'1,20 m, le modèle de vol, il est disponible, etc. Là, je vous l'ai pas mis parce que j'avais pas le temps de mettre tous les copyrights avant de venir, donc voilà. Mais vous avez des belles images de synthèse ici qui vous montrent ici. Donc c'est un Korch, donc il fait 1,20 m de diamètre avec un trou au milieu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On regarde par là. La lumière est collectée par ce miroir ici, renvoyée vers un miroir M2 ici, qui lui est pilotable avec un 6 degrés de liberté, de manière à pouvoir faire le focus, parce qu'il y a toujours des petites différences entre ce qu'on assemble au sol, ce qu'on mesure, et comment le miroir va vraiment le télescope va vraiment se comporter dans l'espace en fonction de sa vraie température. Donc on veut pouvoir refaire le foyer, et ensuite la lumière est réfléchie au travers de ce trou ici, le trou il est là, et renvoyée vers ce miroir ici, qui va ensuite envoyer la lumière. Alors si je me trompe pas, il doit y avoir une dichroïque quelque part, pour aller ici vers le plan focal visible qui est caché dessous, que je vous montrerai, et le gros instrument spectromètre infrarouge qui est ici. Et ça, c'est suspendu en dessous du miroir. Donc on regarde vers le haut et les instruments sont suspendus en dessous. Tout ça, c'est en carbure de silicium, c'est une céramique, le carbure de silicium, un peu comme une porcelaine. Donc c'est quelque chose qui se déforme de manière vraiment homogène en fonction de la température, qui est très très stable et qui est très très résistant, mais par contre qui ne supporte pas les chocs. Donc comme une porcelaine. Donc c'est entièrement fait en céramique et c'est fait par une boîte qui est pas très loin d'ici, à Tarbes, qui s'appelle Boostech, voilà, et qui sont les leaders mondiaux pour ce genre de matériaux, voilà. Donc cocorico quand même. Voilà. Donc je vous ai donné ici, donc c'est des miroirs en astigmate, 1 mètre carré de surface collectrice. Vous avez ici les différentes explications techniques. Alors une dichroïque, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est une dichroïque, c'est une lentille qui laisse passer la lumière dans une certaine longueur d'onde et la réfléchit dans d'autres longueurs d'onde. Alors on perd un peu en transmission, puisque effectivement il y a une partie de la lumière qui est perdue. Donc et là on a choisi de faire ça plutôt que de séparer un faisceau en deux parties, une qui irait vers la lumière infrarouge et l'autre partie qui irait vers l'instrument visible. Alors ça, c'est l'instrument infrarouge. Donc ce sera la plus grande lancée dans l'espace lorsqu'elle le sera. Donc dans 2 ans. Donc elle est développée en France, au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Voilà, qui en est le maître d'œuvre, avec tout un consortium auquel contribuent beaucoup de pays. Les détecteurs, ils viennent des États-Unis, ils sont fournis par la NASA au travers d'un accord avec l'ESA, et ils sont faits par une boîte qui s'appelle Teledyne. Chacun des détecteurs fait en gros 4 millions de pixels, et il y en a 16. Donc c'est une caméra qui fait 64 millions de pixels. Voilà, dans la gamme 0,9 à 2 microns. La caméra est équipée de 2 roues, une roue à filtre. On met des filtres qui permettent de sélectionner la lumière pour faire des prises de vue à différentes longueurs d'onde entre 0,9 et 2 microns. Et une roue à ce qu'on appelle grisme. Donc c'est plutôt que des prismes, c'est pour faire la spectrométrie. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gravé des lentilles. Et ça permet, quand la lumière traverse, d'obtenir un spectre. Et on peut obtenir un spectre dans deux voilà, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, là. Je vais y revenir. Si je reviens, voyons. Voilà, ça permet d'obtenir un spectre comme ça. Et lorsque on peut mettre le grisme comme ça, et puis on le met de l'autre côté, ça permet d'avoir un spectre comme ça et un comme ça. Et quand on croise les deux, ça permet d'éliminer tout un tas de bruit et tout un tas d'artefacts qui nous gênent pour les mesures. Voyons, je reviens. Voilà, donc cet instrument 200 watts, c'est un petit instrument, 160 kg, et il pond 240 gigabits de données par jour. Bon, il fait quoi? 1 mètre par un demi-mètre par un demi-mètre. Et là, vous voyez la mécanique, vous voyez le modèle structurel et thermique. Donc, on fait une maquette pour tester que les dimensionnements qu'on a fait sont bons, qui est extrêmement représentatif de ce que sera l'instrument après. Et puis, on lui fait subir les derniers outrages de manière à vérifier que ça va tenir lors du lancement. Et si c'est bon, ça donne le feu vert pour réaliser le modèle de vol. Voilà, il y a tout un tas de partenaires sur ce projet pour cet instrument. Italie, Espagne, Allemagne, Norvège, Danemark, Belgique, etc.
Donc on ne fait pas ça tout seul. Les mécanismes là, pour vous dire, alors le plan de détection, il fonctionne à 90 Kelvin, entre 90 et 95 Kelvin. L'instrument il est à 140 Kelvin. Et donc les mécanismes qui permettent de tourner les roues fonctionnent aussi à 90 Kelvin. Donc ça c'est une prouesse technologique qui est faite par le CEA Saclay. Ça c'est le plan focal visible. Alors c'est aussi une maquette structurelle et thermique. Donc aujourd'hui, après Gaia, ce sera la plus grande caméra qui volera dans l'espace. Gaia, c'est 1 milliard de pixels à peu près, hein, et 1 milliard d'étoiles. Nous, on aura 600 millions de pixels et 1 milliard de galaxies. Voilà. Voilà. Donc là, c'est réalisé par un laboratoire. La caméra de Gaia a été réalisée par Airbus. Et là, c'est le CEA Saclay qui assemble cette caméra. Avec des détecteurs qui sont faits par une société qui s'appelle... ça y est, j'ai un trou. E2V, et qui est en Angleterre. Voilà. Et qui a été racheté d'ailleurs par Teledyne aux États-Unis. Les maîtres d'œuvre, ils sont anglais. C'est ce laboratoire. Donc ça aussi, c'est développé en laboratoire. Il y a tout un tas de partenaires que vous voyez là. Donc des Anglais, l'IS à Paris, des Suisses. Voilà. Là, vous avez une image du plan focal avec les détecteurs. Vous voyez là, il y a 36 détecteurs qui font chacun 16 millions de pixels. Ça fait quand même un bel appareil photo. Voilà, mais il n'y a pas besoin... Euclid, c'est une mission spéciale parce qu'elle a besoin, elle ne peut pas se satisfaire seulement des mesures spatiales. On a besoin aussi d'avoir accès au ciel, à des mesures du ciel dans d'autres bandes de longueur d'onde qui sont accessibles depuis le sol. Donc on combine, en fait, on a besoin d'observer la voûte que va regarder le satellite aussi avec les meilleurs télescopes qu'il y a dans le monde au sol, dans d'autres longueurs d'onde. Et donc, on a des accords qui ont été passés avec tous les grands télescopes qui sont soit en développement, soit qui existent déjà. Et on va regarder exactement le même ciel que le satellite dans d'autres longueurs d'onde depuis le sol. Et on va combiner les données du télescope et de ces observatoires sol pour faire la mesure de la répartition de la matière noire et le calcul pour voir l'accélération de l'expansion. Donc voilà, donc on fait des mesures photométriques, ça c'est pour avoir accès. Pourquoi on fait ces mesures? Parce qu'on a besoin d'avoir les redshifts de toutes ces galaxies dans plein de longueurs d'onde différentes. Et donc ça, on peut pas le faire qu'avec le satellite. Et on a besoin aussi d'avoir les redshifts donc en photométrie et en spectrométrie. Parce que la mesure d'un décalage vers le rouge en photométrie, c'est quelque chose qui se fait depuis très longtemps maintenant, mais qui est pas très précis. Et on a besoin de recaler souvent ces informations-là avec des informations beaucoup plus précises qui sont obtenues en regardant le décalage spectral avec une information spectrométrique qui, lui, est plus précise mais qui est plus coûteux en termes d'observation. Voilà. Le traitement de données. Donc, alors vous avez vu, on a 240 gigabits par jour, je crois, avec l'instrument infrarouge. On avait combien, lui ? Avec l'instrument visible, je ne sais pas si je le donne là, mais c'est 2 fois plus, je crois. Quelque chose comme 2 fois plus. Tu te souviens, Christophe, c'est ça? Ouais, 500 gigabits à peu près par jour. Et on produit en 6 ans, en fait, un volume de données complètement dingue. 170 millions de gigaoctets, fait 170 pétaoctets de données, en fait, qu'on aura traité. Donc ça, par rapport à Gaia, c'est un ordre de grandeur de plus, en fait, que Gaia. Donc voilà, et nous en France on en traitera 30%. Donc pour ça, on va utiliser des centres de données à travers l'Europe. Donc vous avez ici la répartition de tous ces centres de données. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne peut pas spécialiser les centres de données par type de calcul. Il n'y en a pas un qui va faire tel calcul. Ensuite, on va envoyer toutes les données à un autre endroit. Il y a trop 170 pétabits, on ne peut pas les transporter. Donc on est obligé de répartir les données partout en Europe. En fait, les calculs sont tous faits par chacun des centres de données, mais ils ne traitent pas la même surface du ciel. Tel centre de données, il va en faire 50 pétabits, mais il va traiter, une partie de l'hémisphère nord, tel autre, il va partir une partie de l'hémisphère sud. Donc la difficulté qu'on a, en fait, c'est que tous ces centres de données, ils ont leur propre technologie, parce qu'ils existent déjà, vous comprenez bien, mais ils n'ont pas les mêmes technologies. Mais pourtant, ils vont devoir faire tourner les mêmes codes. Donc, toute la difficulté, c'était de faire une infrastructure qui permette que les codes tournent tous sur tous les centres de données avec des technologies différentes
et puis dans les temps, et puis que sans bouger les données. Donc ça, c'est vraiment une gageure et c'est très difficile à faire. Donc on a développé une surcouche et tous les centres de données, les technologies doivent être compatibles de cette surcouche et après tous les codes par le haut doivent être aussi compatibles de la surcouche, ce qui fait que n'importe quel pipeline, on appelle ça comme ça, ou logiciel qu'on développe, on peut le mettre n'importe où, ça fonctionne. Et comme ça, l'ensemble des centres de données vont traiter les 170 pétaoctets. Voilà. Donc ça, c'est ce que va faire Euclid. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne va pas s'occuper que de la matière noire et l'énergie sombre, parce qu'il y a tellement de données et tellement de belles images qui vont nous arriver, qu'en fait, on va avoir accès à des tas de choses supplémentaires. Donc évidemment, on va regarder l'évolution des populations de galaxies, on va avoir plus d'1 milliard ou 1,5 milliard de galaxies, donc évidemment, on va pouvoir en faire des choses, on va pouvoir étudier la zoologie des galaxies, vraiment en détail. Donc ça vient avec, comme on dit. Les amas de galaxies, donc on va en avoir des milliers d'amas de galaxies aussi, donc là on va pouvoir regarder ces choses-là comme des objets, vraiment, on va avoir des populations d'amas, chose qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc ça vient aussi avec. Évidemment, la répartition de la matière noire dans l'univers. Donc vous avez ici une image du ciel et une simulation de ce que serait la répartition de la matière noire. Vous voyez la belle symétrie qu'il y a entre les deux. On va avoir aussi accès à des exoplanètes, parce qu'on a quand même un super télescope, quoi. Donc voilà. Donc on va effectivement, par effet de micro-lentilles, avoir accès à plein d'exoplanètes, y compris, si ça se passe bien, des planètes de la taille de Mars, y compris des lunes en orbite autour de planètes extrasolaires. Ça viendra avec, on l'aura. Ce sera enfoui dans les données d'Euclide. Il faudra aller les gratter, mais il y a déjà des scientifiques qui s'en préoccupent. On va évidemment regarder aussi les populations stellaires, parce que on a un télescope qui est un peu comme celui de Gaïa, donc on va pouvoir les étudier. Et puis on va voir aussi des petits objets dans notre système solaire, puisque on regarde ça et on verra des artefacts. Alors évidemment, pour les cosmologistes, c'est des trucs qu'ils veulent pas le voir et puis c'est du bruit. Mais ce bruit-là, tous ceux qui s'occupent des petits corps qui sont dans la ceinture de Kuiper ou bien dans le nuage de Oort, eux, ça les intéresse parce qu'ils verront ces objets passer et ils pourront avoir accès à des informations sur ces objets. Et donc il y a de la science qui va venir avec ça aussi. Et puis pour finir, c'est pour vous montrer un petit peu ce qui va se passer avant, ce qui va se passer avec Euclide. Donc les chiffres que vous avez là, c'est avant Euclide et après Euclide. Les galaxies récentes, en gros, à des redshifts qui vont de 1 à 3, on va multiplier par 40 le nombre de galaxies de ce type-là qu'on va avoir dans notre base de données. On va avoir des galaxies massives par centaines, des galaxies naines par dizaines de milliers, et des quasars lointains. Par exemple, aujourd'hui, au-delà de 8, on n'en a aucun. Le quasar le plus lointain qu'on a observé aujourd'hui, il est à 6,8. Ou 7, il n'y en a pas un 7,2 d'ailleurs. Mais là, nous, on en aura plusieurs dizaines. Alors, ça, ce chiffre est un peu optimiste, ça dépend des hypothèses qu'on prend sur les performances du télescope vraiment. On aura entre 10 et 30 quasars au-delà d'un redshift de 8 en fait. Voilà, et on est là, on est en 2018. Dans l'année prochaine, on livre les instruments. Donc en fait, quand je dis l'année prochaine, on est en 2019. Donc l'instrument infrarouge, lui, c'est en octobre. L'instrument visible, c'est en décembre plutôt, si tout se passe bien. Et le lancement, c'est en 2022. Et vous voyez que le modèle, le télescope, c'est en 2020 et le satellite, on l'assemble en 2021. Et voilà. On peut répondre à des questions, je ne sais pas comment ça se passe. Le redshift de 8, ça correspond à combien en milliards d'années pour la... Je ne sais pas faire le calcul, mais il y a bien quelqu'un qui va le faire pour moi. Plus que 10 milliards d'années. 2, c'est 10 milliards. Du coup, c'est plus que... Très ancien. Alors, je ne sais pas faire le calcul, mais il y a des applications sur téléphone portable. Donc, un z égale 2, c'est 10 milliards. 5 milliards d'années. L'âge de l'époque, c'est 3 milliards d'années. 10 milliards en arrière. Voilà. Allez-y, hein.
C'est Anna qui va répondre. Les simulations numériques du modèle standard démarrent à partir de 380 000 ans, c'est ça? Avant, il n'y a pas de simulation plutôt? Il y a ce qu'on appelle des conditions initiales. On ne peut pas remonter jusqu'à l'inflation. Du coup, on crée des boîtes avec des conditions initiales et on peut les faire plus ou moins grandes en gardant ce type d'information du boundary de la boîte. Mais on ne remonte pas jusqu'à... De toute façon, ce qui s'intéresse, c'est de voir l'évolution de la matière noire. Avant les fonds diffus cosmologiques, c'était le rayonnement qui dominait. Du coup, ce qu'on regarde, c'est vraiment un redshift beaucoup plus proche. Les fonds diffus cosmologiques, c'est un redshift de 1000. Nous, on veut regarder la transition de l'énergie noire à la matière noire entre 0, Z0 et 2. On construit cette simulation en gardant les informations des contours, en fait. Simuler avant, ça veut dire simuler un plasma qu'on ne connaît pas, en fait. C'est compliqué. Oui, c'est ça, du Lotezan, c'est 380 000. Ouais. C'est là où les photons peuvent s'échapper, en fait. Oui? Par rapport au choc, la qualification au choc du plateau, Ouais. et les instruments, je me demandais, est-ce que c'est pour ça que vous êtes un peu obligé de lancer sur Soyouz? Oui, alors effectivement, Ariane 6 a un environnement qui est beaucoup plus difficile et on a un problème avec ça parce que on n'est pas compatible d'Ariane 6 aujourd'hui. Et voilà, c'est pour ça qu'on reste rivé sur Soyouz et ouais, tout à fait, oui. Alors la difficulté, c'est qu'Ariane 6 est un lanceur en développement. Donc aujourd'hui, son cahier des charges, il est sur des exigences et on ne connaît pas réellement son vrai environnement à l'interne. Et il sera certainement plus sympa que ce qu'ils annoncent aujourd'hui, mais on peut pas le savoir parce qu'il est pas fait. Donc voilà. Donc on a des exigences, on doit garantir des exigences qui sont dures et qu'on ne peut pas garantir. Alors que très certainement, ça va se relâcher plus tard. Ouais. Le tout début de l'initiation du projet, c'était quand en fait? Alors c'est compliqué, le début d'un projet, 1915, je sais pas. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant d'arriver à Euclide, alors Euclide, la naissance d'Euclide, ça a été au moment où il a été sélectionné, donc c'était le 4 octobre 2011. C'est pour ça que sur le Twitter Euclide France, la date de naissance que j'ai mis, c'est ça. Mais en fait, ça vient d'autres projets qui ont essayé d'être vendus avant, aux États-Unis, en France, il y a eu Dune, il y a eu des choses comme ça, et petit à petit, une communauté s'est créée, et on va dire que l'idée de la mission telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'était autour de 2008. Il y a de temps entre le lancement et les premières données recueillies? Alors en fait, la durée pour aller au point de Lagrange, c'est quelques semaines. Enfin, quand je dis au point de Lagrange, sur une trajectoire autour du point de Lagrange. Et après, il y a la recette en vol. Donc on aura des images déjà pendant la recette en vol, mais pas des images aussi bonnes. Et après, il faut 6 mois pour la recette en vol. Normalement, enfin... C'est plutôt 3 mois, mais bon, c'est un objet complexe quand même, donc on préfère avoir de la marge. Et après, après c'est tous les jours qu'on descend les données. Alors après, oui, vous faisiez peut-être référence aussi à ce qu'on appelle la data release. C'est-à-dire en fait, nous on engrange des données, mais elles ne seront pas publiques. C'est 2 ans. C'est 2 ans pour la data release 1. Donc nous on aura les données avant, mais elles seront pas publiques. Par contre, au bout de ces 2 ans, on doit rendre publiques les données. Et c'est là la difficulté qu'il y a sur les manifs spatiales, c'est que on veut que les données soient publiques au bout d'un certain temps parce que c'est pour faire bénéficier l'ensemble de la communauté mondiale pour faire de la belle science. Mais ceux qui ont développé la manip, eux, eh ben, ils voudraient qu'elle soit captive plus longtemps et on peut avoir des difficultés dans le développement logiciel, des choses qui marchent pas et on a le temps. Et ça nous oblige à développer les logiciels et les codes de manière extrêmement, avec des normes de qualité, de manière à être sûr que ça fonctionne bien parce que on peut pas se permettre d'attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans que les codes tournent bien pour pouvoir et de garder les données. On serait obligé de les donner, quelqu'un d'autre pourrait faire de la belle science avec et on le veut pas parce qu'on a investi notre temps quand même dedans.
En tout cas, il y a 2000 personnes. Je ne sais pas s'il reste vraiment des scientifiques en dehors. J'ai les listes de WFirst et je peux te dire, ou de LSST par exemple, il y a plein de gens qui ne sont pas dans Euclid. Ouais. Hein. Ouais. Les 150 pétabits, eux, ils ne sont jamais publics. Les données vraiment les plus brutes. Non, c'est pas ces données-là qui seront publiques. C'est les données traitées. Oui. Et du coup, vous avez parlé du traitement des données, mais est-ce que les 150 pétabits, vous allez les garder quelque part? Oui. Vous allez juste les traiter et les jeter? Non, on les garde. Oh là oh là là Non, on va les garder. Donc, chacun des centres de données se verra affecter une partie du ciel et gardera ces données-là. Un backup. Sur des bandes, des disques durs, des choses comme ça. Donc, typiquement, nous, le centre de calcul, il est à Lyon. C'est le centre de calcul de l'IN2P3. Ah ouais. Non, après, on peut y découvrir plein de choses dans ces trucs-là. Donc, surtout, ne pas les lâcher. Ouais. Oui. Est-ce qu'on a des explications sur le fait qu'il n'y ait apparemment pas de matière noire dans le système solaire, puisque les orbites sont parfaitement calculées sans. Pourquoi dans notre système il n'y a apparemment pas de matière noire? En fait, c'est pas qu'il n'y a pas, mais l'impact n'est pas mesurable. Le système solaire, au regard de ce qu'on observe, c'est tout petit. Et donc l'impact, si la matière noire existe, parce que c'est quand même la question, elle est toujours valide puisqu'on l'a pas trouvée. On dit elle existe, mais on l'a pas trouvée. Donc peut-être qu'on s'est planté, hein. Peut-être que. Il faut trouver quelque chose pour expliquer pourquoi on mesure. Ouais. On est peut-être à l'époque des épicycles, comme disent certains, quoi. Donc, mais en tout cas, c'est tout petit le système solaire et la matière noire ne peut pas interagir à cette échelle-là. Bon, c'était clair pour tout le monde? C'est très bien une invitation d'ailleurs, parce que Didier Barré de l'IRAPSI est venu parler du projet ICFU Athéna, ouais. Loin. Mais s'il y a d'autres gens qui veulent parler d'autres missions de télescope, on peut faire le grand chelem et continuer. Donc, pas de problème. Il y a Ariel, par exemple, qui vient d'être sélectionné par l'ESA et sur lesquels la France a une grosse contribution, qui est une mission qui fera donc des exoplanètes, mais mieux que Plateau, là on va regarder la composition de l'atmosphère des exoplanètes. Donc ça c'est vraiment c'est une mission extraordinaire. Donc voilà, et puis il y en aura plusieurs centaines, plusieurs milliers, donc on pourra essayer de faire quelque chose là-dessus, oui bien sûr. une question plus terre à terre, mais c'est un budget de combien une opération comme ça? Alors aujourd'hui, Euclid côté ESA, c'est 720 millions d'euros. Et côté consortium, c'est en coût consolidé. Alors ce qu'on appelle coût consolidé, c'est les dépenses externes, les ressources humaines, le salaire des gens, etc., les infrastructures. Je dirais que c'est 350-400 millions d'euros. Donc ça fait une mission qui est autour d'1,2 milliard à peu près. Sur... on va dire 2010-2022, sur 12 ans. 100 millions par an. C'est pas non plus... on a vu pire. Hein. Ça paraît cher, mais au regard, par exemple, d'une écurie de Formule 1, du football, ou bien même de l'America Cup, par exemple, c'est pas... Ouais. Voilà. Question. Après, sinon, ce qu'on peut faire, c'est juste. Le Rêve Café reste ouvert jusqu'à 22h, donc on peut mettre la musique et continuer à discuter. C'est bon. Très bien. Merci. Merci.